Allez, donc bonjour à tous. Merci de vous de vous être connectés pour l'ouverture pour connaître l'ouverture de nos titres opérateurs de transformation en industrie alimentaire et agent de maintenance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Madame Juillan et donc je suis chargée de sourcing et de communication au sein de l'IFRIA. Je suis en charge aussi de l'attractivité pour le compte de l'ARIA, donc de l'Association régionale des industries alimentaires. Et donc, je m'occupe en fait d'informer tout public, que les jeunes, les prescripteurs et les moins jeunes sur le secteur agroalimentaire et sur les métiers. Et je travaille en collaboration avec les prescripteurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a certains avec qui je travaille déjà. Et donc, je vous remercie tous de vous être connectés aujourd'hui pour faire le plein d'informations sur ces nouveaux diplômes. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très, très bien, je vous propose de vous représenter l'IFRIA. Donc, l'IFRIA, c'est l'Institut de formation régional des industries alimentaires. Donc, c'est un centre de formation qui est hors mur et qui est spécialisé dans le secteur agroalimentaire et dans ses métiers et qui a été fondé en 1997. À l'origine, on est une école que Danone, en fait, a créée. Et puis bon, en produisant des produits laitiers et formés, il y a quand même un petit delta, un petit fossé. Donc Danone a cédé son école aux branches professionnelles agroalimentaires. De cela, en fait, l'IFRIA a vu le jour et donc il y a des IFRIA dans chaque région en France. Donc, l'IFRIA propose plusieurs formations. Donc, nous avons des formations diplômantes en alternance du niveau bac ingénieur, mais maintenant, à partir du mois d'avril, nous avons des formations de niveau CAP à proposer. Nous avons également des formations qualifiantes. Donc, là, ce sont des formations pour la montée en compétences des salariés ou sinon pour l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et nous proposons des formations de préparation à l'emploi. Donc là, c'est les fameuses POC que nous mettons en place avec le Pôle emploi. Donc, qui sont à destination des demandeurs d'emploi, des formations courtes où on met le vernis agroalimentaire aux demandeurs d'emploi. Nous sommes un centre certifié Calliope depuis février 2021. Nous avons un taux de réussite de 91%. Nous avons un taux d'insertion professionnelle de 85%. Donc, 85% des personnes que nous accompagnons trouvent un emploi à la suite de nos formations. Et nous appartenons à deux réseaux professionnels, donc le réseau des IFRIA, mais également le réseau Foodin Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui rassemble en fait plus de 250 entreprises adhérentes à l'IFRIA et à l'ARIA et au CRIT, donc le centre de recherche technologique. Donc, notre mission à nous, c'est de répondre aux besoins des entreprises agroalimentaires sur toute la région PACA, puisque notre zone d'action, c'est toute la région PACA, et nous sommes experts sur les métiers, notamment de la maintenance, de la production, du commerce, de la R&D et de la qualité. Notre mission, c'est d'écouter les besoins des entreprises qui sont en recherche de personnel qualifié. Donc, les entreprises, en fait, nous demandent en fait, de venir étudier leurs besoins et d'écouter aussi les besoins, les projets professionnels, en fait, des étudiants, des demandeurs d'emploi, en fait, de toutes les personnes qui voudraient avoir un projet dans l'agroalimentaire ou même tout simplement de l'information. Et une fois que nous avons recensé les besoins des deux côtés, on est à même de proposer nos formations théoriques et pratiques et ensuite de mettre en relation justement les entreprises avec les candidats. Pour la partie candidat, une fois que nous avons leurs besoins, nous avons un accompagnement que nous mettons en place, notamment le coaching. C'est-à-dire la rédaction de CV. Donc, je sais très bien que les prescripteurs le font aussi, mais toutefois, pour les personnes qui arrivent naturellement, on les prépare. On prépare aussi aux entretiens professionnels et on les prépare à la technique de recherche d'entreprise. Et de notre côté, nous avons aussi le placement où nous avons une équipe de chargés de mission qui sont en relation avec les entreprises et donc qui recherchent des offres de poste. Et ensuite, là où on a les offres de poste pour nos formations en alternance, nous faisons la promotion des profils, donc nous les mettons en relation directement avec les entreprises. D'ailleurs, en parlant d'entreprises, voici les entreprises avec qui nous travaillons le plus souvent. Donc, toutes ces entreprises sont dans la région sud et
plus précisément dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. Et ces entreprises-là, justement, sont intéressées, pour prendre des apprentis, soit en production, soit en maintenance. Alors, pour parler de leur activité, donc on va parler justement des familles de produits que l'on retrouve dans le secteur agroalimentaire. Donc déjà, avant d'aller un peu plus loin, je tenais à vous présenter les 2 personnes qui sont en visio. Donc c'est notre partenaire Nextech, notre partenaire sur, la maintenance. Donc vous avez madame Christelle Mouriès et monsieur Bertrand Mouron, pardon. Christelle étant chargée du sourcing, donc de la recherche de candidats et monsieur Mouron qui est un formateur en maintenance, notamment sur la masterclass, donc le diplôme que l'on va présenter tout à l'heure, et les BTS maintenance. Donc, ils vont m'aider à vous présenter justement notre masterclass une fois que j'aurai terminé avec la présentation du titre OTIA. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, pour revenir donc à notre industrie agroalimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grande diversité de produits. On a 8 familles de produits qui représentent 2 tiers des aliments vendus en grande surface. La première étant les produits élaborés, où là, on va retrouver tous les produits préparés, les plats préparés, les pizzas fraîches ou surgelées, le surimi, ça peut être les chips, ça peut être les sauces. Donc tout ça, ce sont des produits élaborés. Et nous avons des entreprises comme Agis notamment ou Vima qui sont dans le Vaucluse, qui ont cette activité. Dans les Bouches-du-Rhône, vous avez aussi Provence Chips, donc les chips d'Alo. Ensuite, la deuxième famille, ça va être la famille de la viande. Donc, ce n'est pas la viande que l'on va chercher à la ferme ou chez le boucher, c'est la viande que vous allez retrouver dans la grande distribution qui est déjà conditionnée. Donc là, en termes d'entreprise qui se situe dans cette famille, enfin, qui fabrique cette famille de produits, nous avons Bigard, nous avons Socopa, nous avons aussi ABC Industrie sur Pérols en Provence et le comptoir des salaisons sur Marseille. Ensuite, nous avons la famille des produits à base de céréales, donc tout ce qui est pâtes, farine, viennoiserie, le riz, le quinoa par exemple. Donc là, pour citer Panzani sur Marseille. Pour la meunerie, nous avons les moulins soufflés dans le Vaucluse de Hautor et nous avons les grands moulins de Paris sur Marseille. Et sur tout ce qui est viennoiserie, boulangerie, où on va retrouver donc l'entreprise Néoser sur Aubignon, Deli-France sur Avignon et Bimbo sur Aix-en-Provence, qui détiennent d'ailleurs le marché des buns pour le compte des grands fast-food comme McDonald's et Burger King. Ensuite, nous avons la famille des fruits et des légumes. Donc là, on va recenser justement tout ce qui est soupe, tout ce qui est salade, les tartinables, comme les tapenades, les salades de fruits au sirop. Et donc là, les compotes. Donc on va retrouver Charlie Alice, on va retrouver des bics, Florette, les crudettes, Sora Vitagroc et même Jean-Martin sur Tarascon. Les boissons, donc toutes les boissons que nous buvons sont des produits agroalimentaires, excepté l'eau du robinet. Donc cela va des sodas au jus de fruits. On compte l'eau aussi et les boissons avec alcool. Donc les corps gras, donc ça va recenser tout ce qui est huile et margarine. Et donc là, nous avons une grande entreprise sur Vitrolles comme Le Sieur qui vous propose notamment l'huile de Puget. L'épicerie, donc on va retrouver un peu tout ce qui est sucré et salé, donc le sucre, les bonbons, le sel, les épices. Ça peut être aussi le thé et le chocolat. Donc on a Haribo sur Marseille, le sucre Saint-Louis, et on a aussi les épices de McCormick Avignon et les épices de Cepasco sur Gémenos. Et pour terminer, on va retrouver les produits laitiers, donc le fromage, le lait, le beurre, la glace et le lait en poudre pour bébé. Et donc là, on a par exemple l'entreprise La Fermière qui est sur Aubagne, qui fabrique des produits laitiers, et l'entreprise Mki Pop qui fabrique des bâtonnets de glace qui est sur Aubagne également. Avant de vous présenter le titre OTIA, on va parler un peu du développement durable puisque le secteur agroalimentaire est mobilisé en sa faveur sur 5 axes, notamment sur tout ce qui est approvisionnement,
Donc ça, c'est bien de le savoir, puisque généralement, toutes ces choses-là, ben, on ne le sait pas. Donc les industriels agroalimentaires passent des accords avec des producteurs locaux pour utiliser justement des matières premières locales. On fait des approvisionnements de proximité. D'ailleurs, je vous mets un lien à votre disposition qui est apro-bio-paca si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet. Et on est en faveur de la pêche durable et des réductions de produits phytosanitaires. Pour reciter le Sieur, par exemple, le Sieur impose à ses agriculteurs de ne pas mettre des produits phytosanitaires pendant le moment des floraisons où les abeilles, justement, viennent extraire le pollen. Ensuite, deuxième axe, la consommation d'énergie. Donc, tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre, les réductions de consommation d'énergie fossile. Les entreprises essayent de réduire tout cela. Ensuite, sur les emballages et fin de vie, on a des emballages d'éco-conception, des emballages biodégradables. Donc, par exemple, on connaît une entreprise qui s'appelle Just Bio, qui est à Carpentras, qui a une gamme de produits avec un emballage biodégradable que l'on peut jeter dans le jardin. Et ça se dégrade très rapidement. Ensuite, tout ce qui est logistique et transport. Donc, on a des implantations locales et on essaye de ne plus passer par des intermédiaires. On fait une livraison directe chez les clients. Faut savoir que les entreprises agroalimentaires privilégient un seul transporteur qui est la STEF. Sinon, elles livrent directement les clients au niveau de leurs produits. Et ensuite, sur le gaspillage alimentaire, donc on a une gestion des déchets alimentaires. On essaie vraiment d'utiliser la matière première dans son ensemble. Donc, si par exemple, on a besoin de légumes et qu'on les épluche, ben, les épluchures, on va les transmettre à une autre entreprise qui va justement les incorporer dans un de leurs produits, comme les croquettes pour chiens, par exemple. On a une suivi de production qui est très accrue et on standardise les méthodes de travail. Et bien évidemment, le personnel est sensibilisé justement à toute cette réduction de déchets. Cette gestion de déchets, pardon. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que sur l'Union européenne, le secteur agroalimentaire compte 291 000 entreprises. On compte à peu près 4,4 millions de salariés. Et le secteur agricole, l'industrie agro et la grande distribution, donc les services liés à l'alimentation, représentent en tout 44 millions d'emplois. Puis en France, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 17 000 entreprises de réparties sur le territoire national. On compte 430 000 salariés. 90% des postes sont en CDI. En 2021, malheureusement, on a compté 33 000 postes vacants. Et d'après une étude du cabinet GFK, 50% des Français ne savent pas ce qu'est l'agroalimentaire. D'ailleurs, je peux le confirmer, puisque moi, pendant mes interventions, souvent, quand je parle agroalimentaire, au départ, je pose la question, qu'est-ce que cela vous évoque? Et souvent, on me dit, l'agroalimentaire, c'est Auchan, c'est Carrefour, ou sinon, c'est McDo et Burger King. Alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'on vient de voir que c'était des entreprises bien à part entière qui ont une mission, qui doivent transformer justement la matière première du secteur agricole en produits finis. Et pour terminer, en région PACA, nous avons 1000 entreprises, dont 13 000 salariés en CDI, et on compte à peu près 2300 recrutements par an, ce qui est très peu, puisque nous avons à peu près 10 000 offres de postes à pourvoir en moyenne dans l'année, ce qui fait que le reste n'est pas pourvu. Mais bon, étant donné que 50% des Français ne savent pas ce qu'est l'agroalimentaire, ça peut s'expliquer, puisque à partir du moment qu'on a à manger et à boire, on ne se pose pas la question de comment c'est fait. Pour vous donner un peu plus de détails en région PACA, puisque c'est ça qui nous intéresse, vous avez la cartographie de la région qui s'affiche. Donc, tous les points que vous voyez, ce sont des entreprises agroalimentaires qui sont recensées. Donc, il faut savoir qu'à peu près 2/3 des entreprises se situent notamment dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. Même si on en retrouve sur les autres départements, il y a beaucoup plus d'entreprises agroalimentaires dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. On voit qu'il y a une concentrée sur Avignon et sur Marseille. On ne s'en rend pas compte parce que 98% d'entre elles sont des TPE et des PME. Donc, on croit toujours qu'une industrie, c'est une grosse entreprise qui se voit et des marques très connues, alors qu'en fait, dans l'agroalimentaire, on a plutôt des entreprises familiales
D'ailleurs, vous voyez que 70% d'entre elles ont 1 à 19 salariés, mais on a beaucoup d'entreprises qui ont 5 à 10 salariés, par exemple. Et on va parler de la mixité des emplois. On retrouve 43% de femmes dans le secteur agroalimentaire. Et comparé à l'industrie en général, où on va retrouver 30% des femmes dans l'industrie en global. Donc, on embauche pas mal de femmes et on aimerait arriver à 50-50. Allez, pour terminer, donc, il faut savoir qu'on a des métiers pour tous les goûts dans l'industrie agroalimentaire, notamment, on a 8 services différents. Donc, on va avoir tout ce qui est fonction transversale. Donc là, ce sont les services qui viennent de s'afficher. Donc, tout ce qui est direction, ressources humaines, comptabilité et gestion. Après, on va avoir le service maintenance où on va retrouver la maintenance et l'informatique. On a le service marketing et commercialisation, vente. Donc, c'est commerce, marketing, communication, par exemple. Tout ce qui est innovation et recherche et développement, le service qualité, hygiène, sécurité, environnement, le service achat, le service logistique et le service production. Alors, pour le titre tiers, on va en parler des services production et logistique, puisque ce sont en fait les services qui sont visés par le titre tiers. Donc, le titre opérateur de transformation en industrie alimentaire. Cette formation, c'est un niveau CAP, donc un niveau 3, où le seul prérequis est de savoir lire, écrire et compter. C'est une formation qui est en alternance de 9 mois, à raison d'1 semaine par mois de formation et 3 semaines en entreprise. Au départ de la formation, ils ont 2 semaines de formation directement. Après, on est sur 1 semaine de formation par mois et à la fin des 9 mois, techniquement, ils ont 2 à 3 jours de formation dans le mois. Donc, ils sont vraiment le plus souvent en entreprise. Donc, il y a 273 heures de formation et 85% de présence en entreprise. La formation se fait autant sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, à partir du moment où les personnes sont majeures, puisqu'on travaille avec des machines, donc en termes de sécurité, c'est vrai qu'on va plus viser les publics qui ont 18 ans ou qui vont avoir 18 ans dans peu de temps, jusqu'à bon, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Nos partenaires sont le centre de formation, le CFPPA d'Aix-Vallabre et Formafond. Et la formation démarre au mois d'avril 2023. Courant du mois d'avril 2023. Pour quel métier? Donc, c'est un niveau CAP. Les métiers qui sont visés, donc ça va être l'opérateur de production, l'opérateur de transformation, donc soit dans le service fabrication ou le service conditionnement. Son rôle, lui, c'est d'assurer une étape clé de la production. Donc, il agit directement sur le produit. Il y a quelques missions. Donc, c'est effectuer des réglages des machines industrielles, des ustensiles utilisés, c'est appliquer les fiches recettes précises, contrôler les résultats de son travail et nettoyer et ranger son poste. Donc, je vous ai mis quelques indications au niveau du salaire de base. Donc, ça, c'était avec l'ancien SMIC, bien évidemment. Donc, on est sur un SMIC normal. Sauf si l'entreprise a un 13e mois de mis en place, s'il y a des primes d'intéressement, des primes d'objectifs et s'il y a des horaires de nuit, ce qui peut arriver. Puisqu'on n'a pas, les entreprises agroalimentaires ne font pas que des 3-8, il y en a certaines qui font aussi des horaires de journée ou des 2-8. Donc, si on calcule le total cash, on avoisine les 30 000 euros bruts annuels. Il y a bien évidemment des perspectives d'évolution sur de la conduite de machine, où là, on est sur un niveau supérieur, un niveau 4. Et après, par exemple, l'IFRIA propose comme poursuite d'études le BPIA. Ensuite, on a un autre métier de visée, c'est l'agent logistique. Donc, l'agent logistique, lui, c'est assurer la manutention de produits et de matériaux grâce à des engins de levage. Il va réceptionner et décharger les marchandises, va vérifier leur conformité et enregistrer les informations nécessaires à la gestion de l'entrepôt et assurer également le stockage des produits dans l'entrepôt dédié.
Donc, le salaire de base, malheureusement, j'ai pas eu cette étude auparavant, puisque on était plus sur les métiers agroalimentaires techniques. Là, c'est un nouveau métier qui est visé par l'OTIA, donc l'agent logistique. Donc, d'après les recherches, on est sur un SMIC total de base. Et il y a quand même une perspective d'évolution où on peut devenir animateur logistique. Pour le coup, sur l'animation logistique, l'IFRIA n'aura pas de poursuite d'études. En revanche, on pourra orienter sur des centres de formation que l'on connaît, qui peuvent proposer un niveau bac. Voilà. Donc je vous propose, de regarder, une vidéo sur, la conduite de machine, puisque ça s'apparente un peu au métier d'agent de production. Au moins, comme ça, vous avez un peu une idée de ce qui se passe dans le service production. Et une fois qu'on aura fini de visionner cette vidéo, on parlera de la rémunération qui est proposée sur l'alternance, que cela soit en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Puis après, on passera à la présentation de la masterclass avec notre partenaire présent, le centre de formation Nextdoc. Hein. Mhm. Ah. Voilà. Je vais arrêter la vidéo puisqu'après c'est de la conduite de ligne. En revanche, la présentation que je vous fais aujourd'hui, je pourrais vous la présenter, donc vous pourrez regarder après si vous le souhaitez, la suite de la vidéo. Donc pour parler de rémunération, donc bon ben on est sur de la rémunération sur le contrat d'apprentissage. Donc là c'est le barème qui a été fixé par l'État avec le nouveau SMIC. En sachant que on calcule la rémunération en fonction de l'âge et de l'année de formation. Il faut savoir que pour les formations qui durent 1 an ou moins d'1 an, on se base sur la deuxième année. Donc ça veut dire que toute personne qui a 18 ans, qui rentre sur le titre OTIA, aura une rémunération de 51%, donc de 871,75 centimes par mois. Et après, étant donné qu'il est en alternance, il fait partie de l'entreprise, donc il aura aussi tous les avantages qui seront mis en place par l'entreprise. Donc ça veut dire le 13e mois, les tickets restaurants, la mutuelle, la prime d'objectif ou d'intéressement s'il y en a une. Et à savoir que dans l'agroalimentaire, nous payons les apprentis 2 de plus que le barème national, donc il sera à 53 du SMIC. Concernant les contrats de professionnalisation, là, on est aussi sur le barème qui a été fixé par l'éducation nationale. Donc, quelqu'un de moins de 21 ans, mais qui a un niveau inférieur au bac, sera payé 55% du SMIC. Donc, 940 euros, 11 par mois. Et puis, toute personne qui a plus de 26 ans, donc plus de 30 ans, qui est entre 30 et 50 ans, par exemple, puisque selon les prescripteurs, je sais que vos usagers peuvent être beaucoup plus âgés. Donc, on est sur 100% du SMIC ou sinon 85% du SMC, donc du salaire minimum conventionnel, si celui-ci est beaucoup plus avantageux que le SMIC. Voilà.
Donc maintenant, j'ai terminé pour le titre OTIA. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter et à me les poser à la fin. Comme ça, on fait toute la présentation d'un seul coup et après, on pourra échanger de suite sur tous les diplômes. Donc, concernant la masterclass, le premier parcours que nous proposons avec le centre de formation Nextech, c'est le parcours en 9 mois. Donc, les prérequis, alors là, il y a un petit problème, puisqu'au niveau des prérequis, on demande à ce que les personnes sachent lire, compter et écrire. Donc, un niveau au moins B1, puisqu'il faut quand même pouvoir assurer la formation, qui est d'une semaine de formation par mois et 3 semaines en entreprise. Le niveau CAP que nous faisons passer à nos alternants, c'est un titre d'électromécanicien, donc qui est un niveau 3. Donc, ce n'est pas un diplôme qui sera reconnu par l'éducation nationale, mais c'est un titre qui est reconnu par les entreprises et qui atteste des compétences que les apprentis développent pendant les 9 mois en alternance. À l'intérieur de la formation, on va retrouver de l'AFEST, donc de l'action de formation en situation de travail. Donc ça, c'est une formation qui se passe en entreprise où nous accompagnons en fait le maître d'apprentissage à mettre en place une formation sur poste avec l'apprenti. Dans cette formation, on va leur apprendre à avoir les bases de la maintenance sur de la maintenance préventive et corrective. Et ils vont être formés sur plusieurs technologies, donc la mécanique, l'électrotechnique, l'hydraulique, la pneumatique et l'automatisme. Mais pour ça, j'ai un expert avec moi aujourd'hui, donc j'ai Monsieur Moron, qui peut peut-être un peu plus détailler ce que les personnes vont faire sur ce parcours. Donc Bertrand, si vous voulez, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, il y a ce premier parcours donc, qui va correspondre plutôt à des niveaux de maintenance 1 et 2, et avec une approche pour commencer à comprendre la gestion d'un diagnostic sur un dysfonctionnement d'un équipement. Donc, les différentes techniques sont toutes balayées. Et on insiste surtout sur les parties mécaniques et sur les parties électriques. Donc, au bout de 9 mois, un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, qui va suivre ce parcours, devra être à même de pouvoir interpréter un schéma électrique, de pouvoir éventuellement le modifier, mais en étant accompagné et en étant contrôlé. C'est la grosse différence avec le niveau que l'on va suivre derrière. Donc, c'est une formation où on va donner les éléments de base, que ce soit en mécanique, en électricité, en hydraulique, en pneumatique, et vraiment, c'est la petite découverte du milieu de l'automatisme, qui est, ce domaine étant quand même réservé à un niveau un petit peu supérieur, parce qu'il fait quand même appel à certaines compétences qui ne sont pas demandées dès le départ. Une partie donc théorique. Dans cette partie théorique, même au centre ici, nous disposons d'un plateau technique qui va permettre de confirmer cette formation théorique avec des petits exercices pratiques pour vérifier que le stagiaire ou l'apprenti ait bien assimilé les petites connaissances théoriques qu'on lui aura amenées. Ensuite, ce jeune va se retrouver en entreprise où il sera accompagné par son maître d'apprentissage. Et donc, ce qui est intéressant dans notre système de formation, c'est qu'il y a vraiment un suivi entre les formateurs de Nextech et le maître d'apprentissage en entreprise pour, un, s'assurer que la théorie et les petits exercices pratiques qui auront été appris chez nous soient réellement mis en application pendant la période en entreprise.
Et ça permet également aux maîtres d'apprentissage peut-être de relever certaines absences de connaissances, peut-être plus dans le domaine élect que dans le domaine mécanique. Et donc, ça permet d'individualiser un petit peu aussi la formation au niveau du jeune. Pour que s'il a des faiblesses en mécanique, ben on lui fera un petit peu de soutien en mécanique. Peut-être pour un autre, ça sera la partie électrique. Et on essaye tout le temps d'être en relation étroite avec l'entreprise pour adapter au plus près possible la formation du jeune et les besoins attendus par l'entreprise. Donc voilà un petit peu ce à quoi correspond le titre d'agent de maintenance. Donc, j'insiste bien, c'est l'aspect agent de maintenance, hein. On n'est pas au niveau d'un technicien de maintenance, et encore moins d'un technicien supérieur. Mais l'agent de maintenance doit pouvoir effectuer toutes les interventions de maintenance préventive en totale autonomie. Par contre, pour la maintenance corrective, se fera accompagner. Au départ, on va dire que pendant les 3 premiers mois, d'abord le jeune faudra qu'il prenne connaissance des équipements, des spécificités, des contraintes liées à l'agroalimentaire, des contraintes en termes de sécurité, parce que nous sommes particulièrement exigeants sur l'aspect sécuritaire de cette formation. Lors de certains petits exercices de TP en électricité, on s'arrange souvent pour faire en sorte qu'un jeune se prenne une petite décharge. Bon, bien sûr, sans risque, hein, mais pour bien lui faire comprendre que s'il y a des EPI particuliers à porter, c'est pas pour rien. Et donc, on est intransigeant sur la sécurité. Voilà brièvement cette formation d'agent de maintenance. Si vous avez des questions, hein, pas de problème, je serai à votre disposition pour vous y répondre. Alors, petite nouveauté aussi sur la masterclass, c'est que pour tout ce qui est, enfin, pour la formation, on a intégré aussi la pratique avec la réalité virtuelle. Donc, ils vont pouvoir être immergés sur une ligne d'embouteillage et pouvoir faire quelques exercices de maintenance de premier niveau grâce à la réalité virtuelle. Cette formation, c'est aussi sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec exactement la même rémunération. En revanche, cette formation, elle peut être effectuée dans une entreprise agroalimentaire, mais elle peut être aussi effectuée dans une autre entreprise, dans un autre secteur, dans une autre industrie, par exemple, puisque notre partenaire Nextech a un champ d'action sur les autres industries. Le démarrage de cette formation est à partir du mois de mai, notamment la rentrée est le 2 mai 2023, ce qui nous laisse à peu près 2 mois pour pouvoir recruter les futurs apprentis et les mettre en relation avec les entreprises qui recherchent justement des alternants pour cette formation, à savoir que dans le Vaucluse, on a déjà 4 demandes de grosses entreprises. Nous avons l'entreprise Florette, nous avons l'entreprise SPG, l'entreprise Agis et ensuite dans les Bouches-du-Rhône, nous avons Conserve France. Donc là, je vous ai fait une petite fiche sur le métier d'agent de maintenance avec les missions principales que l'on peut retrouver sur ce métier. Donc, quand vous aurez la présentation, vous pourrez en prendre connaissance un peu mieux. Donc, c'est tout ce que M. Moron vous a dit à l'instant. Donc, on est sur un salaire de base sur le SMIC par an et bien évidemment, on peut avoir un total cash beaucoup plus conséquent s'il y a des primes, si il y a un 13e mois. La perspective d'évolution pour l'agent de maintenance, ça va être le technicien de maintenance et justement, on a le parcours qui suit, qui est le parcours de 15 mois, donc la masterclass technicien de maintenance, parcours de 15 mois. Donc là, on est sur les mêmes prérequis que sur l'agent de maintenance, savoir lire, écrire et compter,
Ils peuvent être titulaires d'un CAP, d'un bac, bien évidemment. On ne ferme pas la masterclass à ceux qui auraient déjà des diplômes, bien évidemment. Donc là, on est aussi sur des titres reconnus par les entreprises, sauf que là, on est sur une double certification, puisque pour passer le niveau bac, il faut quand même avoir le niveau CAP de validé. Donc ça veut dire que les personnes qui intègrent directement le 15 mois, on leur fait passer quand même le titre d'agent d'électromécanicien, pardon, pour avoir un niveau CAP. Et après, ils continuent sur 6 mois pour après passer le titre de technicien de maintenance industrielle à la fin des 15 mois. L'alternance est exactement la même. C'est 1 semaine de formation par mois et 3 semaines en entreprise avec de la FEST, donc de l'action de formation en situation de travail qui sera mis en place par le maître d'apprentissage et par l'IFRIA. C'est également des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et le démarrage, il est exactement en même temps que le parcours de 9 mois, justement pour que ceux qui intègrent les 9 mois, mais qui se sentent de suivre après les 15 mois, puissent éventuellement continuer la formation jusqu'au bout. À savoir que pour les entreprises, en fait, c'est que quand le contrat en 9 mois se terminera et on fera un autre contrat sur 6 mois, mais sur ça, il n'y aura aucun problème pour pouvoir suivre justement la suite du parcours logique. Donc là, on va viser le métier de technicien de maintenance. Et bien justement, Bertrand, est-ce que vous voulez détailler un peu plus le métier, puisqu'on a parlé de celui d'agent de maintenance auparavant? Oui, bien sûr. Merci. Alors, la première grosse différence entre le parcours numéro 1 et le deuxième, donc celui de technicien de maintenance, c'est cette apparition de notion de diagnostic. Donc, en cours de formation, l'apprenti doit être à même de pouvoir effectuer en autonomie totale un diagnostic. C'est-à-dire qu'il va devoir identifier l'origine de la panne, soit il va changer l'équipement pièce pour pièce. Donc là, c'est, on va dire, l'intervention la plus simpliste possible, c'est-à-dire une intervention de niveau 2. Soit, et justement pour une double raison, pas de disponibilité chez le fournisseur, on n'a pas de la pièce de rechange en stock. On va utiliser une autre technologie, exemple, je vais prendre une électrovanne ou un distributeur, allez, je vais prendre un distributeur, un 4.2, qui tombe en panne. Manque de chance, on n'en a pas au magasin. Le fournisseur me demande un délai qui n'est pas compatible avec mes besoins en production. Donc, il va falloir que, avec les pièces que j'ai en stock, je puisse faire l'adaptation pour restituer l'équipement à la production le plus rapidement possible. Parce que je rappelle quand même que le but, bon, le préventif, on n'en parle pas, puisque ça, justement, c'est la maintenance préventive qui va être programmée lors d'un planning hors production. Par contre, tout ce qui est maintenance corrective, la production n'a qu'une seule attente, c'est de récupérer son moyen de production avec toutes ses spécificités et ses capacités en termes de productivité, en termes de sécurité, etc. Donc, c'est la grosse différence entre les deux parcours, c'est justement sur cette notion de diagnostic. Alors, les diagnostics, on leur apprend chez nous la méthodologie et donc la théorie d'un diagnostic, mais entre la théorie et la pratique, souvent il y a des écarts relativement importants. Et donc, nous, sur notre plateau technique, on génère des pannes. Et là, on s'amuse à les observer parce qu'ils partent tout le temps avec un petit peu un a priori, je pense que ça vient de ça, au lieu de respecter le diagnostic. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, la première fois, on leur donne 1 heure, ils répondent tous, bon, ben, on aura trouvé en 10 minutes, et au bout d'1 heure, ben, ils n'ont toujours pas trouvé, parce que, ben, bien sûr, on leur a préparé une petite mâcherie, ou justement, ils n'ont pas respecté la méthodologie du diagnostic. Donc, il y a la partie théorie pure, hein, comment aller faire un diagnostic, et ensuite l'application pratique. Alors,
le diagnostic, c'est bien. On a localisé le dysfonctionnement, on a éventuellement trouvé l'origine du dysfonctionnement, ben, il va falloir procéder à la réparation. Et contrairement au premier parcours, l'intervention de maintenance n'est pas effectuée en totalité uniquement parce que j'ai rendu mon équipement à la prod. Il va falloir renseigner l'historique. Donc, on va apprendre aux jeunes techniciens à utiliser un logiciel de GMAO pour qu'ils puissent renseigner, pour qu'ils puissent participer à la richesse d'un historique. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à travailler sur un projet professionnel. C'est-à-dire qu'on leur demandera de de trouver une idée d'amélioration à faire dans l'entreprise qui va les accueillir. Donc, de nous donner quelle est la situation de départ, quelle est la problématique qui peut être résolue en termes d'amélioration. Est-ce que ça va être une amélioration en termes de sécurité, en termes de productivité, en termes d'amélioration des conditions de travail, en gestes et postures, par exemple, ou en ergonomie. Donc, le choix sera libre. Donc, dès qu'ils nous proposeront le choix d'un projet, on le validera. On le validera, puisqu'il faut quand même que ça corresponde au référentiel, d'une part, et surtout vérifier avec l'entreprise si, en termes de budget, en termes de timing, enfin, si tous les paramètres sont au vert pour pouvoir laisser partir le jeune dans ce projet d'intervention de maintenance corrective, améliorative. Et ce qu'on veut voir, c'est une amélioration. Donc, avec une situation de départ, l'exemple typique, si on est sur de la productivité, bah, quel est l'indicateur de MTBF, donc moyenne de temps de bon fonctionnement avant amélioration, et faire le comparatif après amélioration. Donc, quelle est l'amélioration obtenue? Or, cette amélioration obtenue aura nécessité un investissement. Le jeune devra vous faire un calcul de retour sur investissement également. Donc, c'est un programme et un packaging qui est assez complet. Alors, bien sûr, qui n'a pas la prétention de rentrer dans la même profondeur qu'un BTS de technicien supérieur de maintenance qui se fait sur 2 ans, mais où là, c'est déjà un programme qui est destiné à des bacheliers. Donc là, si vous voulez, on est sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électrique, on compte pour tout ce qui va être hydraulique, pneumatique, robotique, automatisme, ce sont quand même plus des notions. On ne peut pas dire que l'on va former un spécialiste en hydraulique, par exemple, à la fin de ce parcours. Hein, c'est vraiment, disons, le but, c'est permettre à un jeune de savoir faire un diagnostic, d'identifier la cause du dysfonctionnement. À partir du moment où il a identifié le fonctionnement, c'est procéder à l'intervention pour pouvoir restituer au service production le plus rapidement possible l'équipement. Donc, j'ai essayé de vous résumer un petit peu et de vous faire ressortir la différence entre les deux parcours. Donc, un parcours un peu plus complet, intégrant cette notion de diagnostic. Et je rappelle, et j'insiste là-dessus, c'est que le jeune doit pouvoir être autonome en matière de diagnostic. Hein, parce que pour le simple agent de maintenance, ce diagnostic est consolidé par un accompagnant. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux parcours. Et si vous avez des questions particulières à me poser, il n'y a aucun problème, je suis à votre disposition. Merci Bertrand. Juste pour compléter, la masterclass, elle a déjà vu le jour il y a 3 ans, donc on a déjà eu 3 sessions d'apprentis.
Il faut savoir que sur les 3 sessions d'apprentis, bon, qui étaient à peu près entre 2 et 5 apprentis, donc ce qui est pas beaucoup, on a quand même 91 d'insertion professionnelle. Donc c'est une formation qui, au départ, a été créée par les entreprises pour les entreprises et donc cette formation, en fait, colle très bien aux besoins des entreprises et répond aussi aux besoins des apprenants. En sachant qu'avant, on était beaucoup plus pointilleux sur les prérequis. Maintenant, on ouvre quand même sur le champ des possibles, puisque maintenant, on est sur un niveau CAP où on ne demande pas de prérequis, juste être intéressé par la mécanique, par l'électricité et par la maintenance. Et pour le parcours en 15 mois, on demande au moins d'avoir un projet liées à la maintenance industrielle, qu'elle soit en agroalimentaire ou dans d'autres industries. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de technicien de maintenance, je vous propose aussi là de regarder une petite vidéo donc sur le métier de technicien de maintenance. Donc là, on va aller chez Charles et Alice où on a Jonathan qui va vous présenter le métier de technicien de maintenance. Alors, juste je coupe parce que tout à l'heure, on m'a fait remonter que, il n'y avait pas de son, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc je vais faire un petit réglage. Je vous demande 2 petites secondes. J'ai pas la barre de recherche. Je suis désolée, ce sont les aléas du direct. Maintenant. Depuis maintenant 8 mois, voilà, donc j'ai été sur différents types de machines, une vingtaine à peu près, une vingtaine de machines différentes, donc sur tout le processus, que ça soit Non. fabrication, donc on est spécialisé en fabrication de compost, depuis le départ jusqu'à la fin du produit, jusqu'à l'emballage. Donc ce qui fait notre métier, c'est surtout que les pannes ne sont jamais les mêmes, on fait en sorte que surtout que ça ne soit jamais les mêmes. Donc très diversifié, très technique, pas mal de préventifs, voilà, on est quand même un gros groupe où on intervient le moins possible pendant une production. Le but, c'est d'avoir le plus de rendement possible avec une qualité de produit optimale. Le technicien de maintenance, c'est un métier très important parce que sans ça, les machines, sans nous, elles ne marchent pas en fait. On est quand même un pilier essentiel au niveau de la fabrication, de la production. Donc, c'est-à-dire que si une machine est en panne et qu'il n'y a pas de service maintenance, il reste en panne. Si vous voulez faire le métier de technicien de maintenance, c'est bien de savoir de tout aimer en fait. Que ce soit mécanique, on peut faire aussi des bricoles, si vous aimez bricoler dans votre garage, des choses comme ça peut aller très bien de la bricole moteur, de la bricole pneumatique, de réparation hydraulique, d'informatique, c'est très varié d'électricité. Voilà, c'est vraiment un truc qui englobe tout. Donc j'ai fait 2 ans en BTS maintenance des systèmes en agroalimentaire. Et voilà, j'ai atterri chez Charles Alice après, donc toujours dans l'agroalimentaire. Technicien de maintenance, dans la plupart des entreprises, derrière, il y a un responsable maintenance. Nous, ici, après, on a des leaders. Donc, c'est des personnes qui sont très pointues sur une ligne. Donc, c'est des leaders de ligne. On a 4 lignes différentes, donc on a 4 leaders différents. Un par équipe, on tourne en 3 8. On est dans un groupe où on évolue chaque jour. Donc, nous, notre directeur technique, il a commencé par être en technicien de maintenance. Et notre responsable, avant, c'était agresseur dans la maintenance. Ce qui peut motiver un jeune à devenir technicien de maintenance, c'est surtout s'il aime bricoler, qui est mécanique, tout ce qui est panne, voilà. Le plus important, c'est de faire, pour moi, un BTS ou un bac pro en alternance, car le métier est très recherché et il y a beaucoup de candidats, malgré qu'ils soient très recherchés, et un CV avec une expérience professionnelle sera toujours valorisé par rapport à un CV avec juste des études. Donc, en sachant que Charles et Alice est une entreprise justement qui faisait partie du premier consortium d'entreprises qui voulait justement un alternance sur cette masterclass. Et d'ailleurs,
leur alternant à continuer en BTS, maintenance des systèmes de production. Et là, il est en licence et après, à la fin, il aura son CDI. Donc, c'était une très, très belle réussite au niveau de ce parcours-là. Pour terminer donc cette présentation, il faut savoir donc que pour la masterclass, étant donné qu'elle commence le 2 mai, nous avons plusieurs sessions d'entretien de sélection qui ont été déjà posées. Donc, bien évidemment, les candidats qui veulent candidater à cette formation doivent envoyer un dossier de candidature. Un dossier de candidature très simple à compléter, hein, c'est CV, lettre de motivation, carte d'identité et attestation de carte vitale. Les entretiens de sélection, donc les sessions seront le 7 mars, le 20 mars, le 4 avril et le 12 avril, en sachant qu'on peut venir dans vos établissements si vous avez des publics et qui ne peuvent pas se déplacer. On peut éventuellement mettre en place des sessions d'information suivies d'entretiens de sélection. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la mission locale d'Orange courant avril. Il y aura des tests de personnalité et tests de positionnement à faire avant et ensuite on les mettra en relation avec les entreprises. Il y a 2 job dating qui sont déjà prévus pour que justement tous les candidats admissibles à cette formation aient accès aussi à toutes les entreprises si les contrats n'ont pas encore été établis. Donc pour les premières sessions, on a 15 mars de prévu et le 18 avril. Et ensuite, bon, ben voilà, la prochaine étape, ce sera la signature du contrat et la rentrée en formation début mai 2023, donc le 2, pour rappel, le 2 mai 2023. Voilà, j'ai terminé donc la présentation donc, de ces 2 diplômes. Donc maintenant, si vous avez des questions, si j'ai omis de vous donner des informations dont vous avez besoin, ben, je vous en prie. On n'est pas beaucoup, on a à peu près une dizaine. Donc vous pouvez prendre la parole, vous pouvez me poser votre question. S'il y en a. Sabrina? Oui, Oui, c'est Anthony. oui, bonjour J'avais une Anthony. question à te poser pour l'opérateur de transformation. Oui. Tu avais cité 2 écoles. Je me souviens que pour le BP, vous travailliez avec une école qui proposait l'internat. Est-ce que parmi les deux écoles que tu as citées, l'une d'entre elles, c'était celle qui proposait l'internat pour le BP? Alors oui, c'est le CFPPA de Valabre. Effectivement, il y a un internat à l'intérieur. Ouais. On a quelques chambres de réservées où les apprentis peuvent avoir accès à l'internat. Ou sinon, il y a la résidence de Odalis à Gardanne où on a un partenariat avec cette résidence où les apprentis peuvent éventuellement aller dormir là-bas, avoir un appartement hôtel. En revanche, pour le Titre-Otia sur Aix-en-Provence, enfin sur la zone d'Aix-Marseille, il faut savoir que pour l'instant, on a plusieurs pistes de lieux de formation. En fait, on attend de savoir quel groupe sera constitué et d'où viennent les candidats. Au plus on aura de personnes qui sont sur Aix-en-Provence, la formation se fera sur Aix-en-Provence. Si au contraire, on a une majorité d'apprentis qui est sur Marseille, dans ces cas-là, la formation se fera sur Marseille. Parce qu'on essaye d'adapter la formation aux besoins des entreprises, mais on va aussi adapter la formation à la mobilité des candidats. Mais dans tous les cas, nous avons une responsable pédagogique et moi-même où on accompagne aussi les apprentis sur la recherche de logement pour avoir les aides qu'ils peuvent contracter pour avoir le moins de frais possible. Et à savoir que l'IFRIA aussi peut aider les apprentis puisque nous pouvons leur rembourser des frais selon les contrats, mais seulement quand ils sont en apprentissage. D'accord. Toujours pour le même titre, dans le programme de formation d'opérateurs de transformation, Oui. j'imagine qu'il y a une part de la formation qui sera vraiment concentrée sur les CACES. Est-ce que tu sais quels seront les CACES sur lesquels nos jeunes seront formés dans…
Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que c'est vrai que la formation, elle est pilotée par une de mes collègues. Donc oui, effectivement, il y a des cassettes à l'intérieur. C'est les cassettes qui sont le plus utilisées en agroalimentaire. En revanche, je ne sais pas si ça sera le 3 et le 5 ou uniquement le 3 ou le 5. Donc pour le coup, pour les personnes, pour les prescripteurs qui seraient intéressés par le titre OTIA, je vous demande d'attendre un tout petit peu que je puisse me renseigner et savoir éventuellement quel genre de cassette il passe. Ok, ça marche. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc apparemment non, il n'y a pas de question, donc c'est que ça a été assez clair. Donc ce que je vous propose, c'est que ceux qui désirent avoir la présentation PowerPoint se manifestent sur le chat en m'écrivant un petit message, ou sinon je pense que vous avez à peu près tous mon adresse mail, donc vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour m'en référer, pour m'en faire part. Dans ces cas-là, je vous enverrai la présentation et j'incorporerai les liens aussi concernant les formations sur le site internet où là, vous trouverez plus d'informations que sur une plaquette. Et vous pourrez aussi avoir accès au dossier de candidature si vous voulez les transmettre à vos usagers. Je suis à votre entière disposition si vous avez des questions ou si vous voulez mettre en place des sessions d'information au sein de vos établissements à destination de votre public. Et encore une fois, je vous remercie pour vous être connectés aujourd'hui. J'espère que vous avez fait le plein d'informations et que vous pourrez justement transmettre ces informations à vos collègues et en même temps à vos usagers. Donc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.